Dans les années 50, la science commence à prouver que le tabac est extrêmement dangereux pour la santé. Et face à cette révélation, vous vous dites peut-être que l'industrie du tabac a commencé à paniquer. Eh bien, pas vraiment. Leur stratégie a été beaucoup plus maligne. Ils n'ont pas nié la science, ils l'ont utilisée. Ils ont créé leurs propres instituts de recherche, financé des scientifiques pour qu'ils sèment la confusion et créent l'illusion d'un débat. Un de leurs mémos internes de l'époque résume tout. Le doute, c'est notre produit. Quel est le rapport avec les ETF, vous allez me dire? Eh bien, aujourd'hui, on entend partout sur Internet le même refrain. 95% des gérants de fonds ne battent pas le marché. Donc le mieux en tant qu'investisseur particulier, c'est d'acheter des ETF et de suivre l'indice. Ça a l'air d'être du pur bon sens, mais la question qu'on doit se poser, c'est qui nous raconte cette histoire, quel est son but et surtout, est-ce que c'est vrai? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Pour comprendre pourquoi ce message sur les ETF est si puissant, il faut se poser une question simple. Qui gagne de l'argent avec ça? Et là, on tombe sur deux acteurs principaux. Ceux qui créent les indices et ceux qui vous vendent les produits financiers. Et vous allez voir, leurs intérêts sont très bien alignés. Bon, la fameuse statistique des 95% qui ne battent pas le marché, elle vient principalement d'un rapport très célèbre, le rapport Spiva. C'est un peu l'étude ultime, citée partout pour prouver que ça ne sert à rien d'essayer de faire mieux que le marché. Le problème, c'est que ce rapport n'est pas une étude universitaire indépendante. Il est publié par S&P Dow Jones Indices, une filiale de S&P Global. Et comment S&P Global gagne de l'argent? Principalement en vendant des licences sur ces indices, comme le fameux S&P 500. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des géants comme BlackRock ou Vanguard leur paient des fortunes pour avoir le droit de créer un ETF S&P 500. Vous voyez le conflit d'intérêts? S&P a tout intérêt à publier une étude qui prouve que son propre produit, l'indice, est imbattable. C'est un outil marketing génial. Plus les géants croient qu'il est impossible de battre le S&P 500, plus ils achètent des ETF S&P 500. Et plus S&P Global s'enrichit. C'est un cercle parfaitement huilé où la recherche sert à vendre le produit et le produit valide la recherche. D'ailleurs, il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo qui analyse en détail cette étude Spiva. Et dans cette vidéo, je révèle quelques incohérences, on va dire. Allez la voir après cette vidéo, ça vaut vraiment le coup. Ok, donc S&P crée le message. Mais qui vous le répète à longueur de journée? Souvent, ce sont les conseillers en gestion de patrimoine ou les conseillers financiers en physique ou sur Internet. En France, beaucoup de conseillers vous proposent un bilan gratuit. Mais évidemment, personne ne travaille gratuitement. Alors, comment sont-ils payés? Eh bien, la grande majorité fonctionne avec un système qu'on appelle les rétrocessions. C'est simple. Quand un conseiller place votre argent sur un fonds d'investissement, la société qui gère ce fonds lui reverse une partie des frais de gestion, chaque année. Et ça, c'est le cœur du problème. Plus de 90% des CGP en France sont rémunérés comme ça. Alors, mettez-vous à leur place. Il a le choix entre vous conseiller des actions qui ne lui rapportent rien ou un fonds bien chargé en frais qui lui assure un bon revenu. Le calcul est vite fait, non? L'autre grande idée qu'on vous vend avec les ETF, c'est que c'est le choix le plus sécurisé pour son argent. On achète un indice mondial, on attend et hop, ça monte. Sauf que l'histoire des marchés financiers est un peu plus compliquée que ça. On entend partout que la bourse sur le long terme, ça monte toujours. C'est vrai en général, mais ça peut cacher des périodes de stagnation extrêmement longues. Prenons un exemple concret. Le Nasdaq en 2000, au sommet de la bulle Internet, si vous aviez investi à ce moment-là, il vous aurait fallu attendre mai 2015, soit plus de 15 ans, juste pour récupérer votre mise. Pire encore, le Japon. Fin 1989, l'économie japonaise était au top. Tout le monde voulait investir là-bas. Si vous aviez acheté un ETF sur l'indice Nikkei 225 à son sommet, il aurait fallu attendre février 2024, plus de 34 ans pour revenir à zéro. Donc le vrai risque d'un ETF, ce n'est pas une crise passagère, c'est que votre argent reste bloqué pendant si longtemps que vos efforts d'épargne n'auront servi à rien. Et pendant que ces indices faisaient du surplace, est-ce que toutes les entreprises allaient mal? Bien sûr que non. Le problème d'un ETF, c'est qu'il vous force à acheter tout le monde. Les entreprises excellentes, mais aussi les entreprises médiocres. Et dans un marché qui stagne, la performance des mauvais élèves annule celle des bons. Et c'est un coût d'opportunité gigantesque. Pendant que le Nasdaq dormait entre 2000 et 2015, une entreprise comme Hermès voyait son cours exploser.
539% sur cette période. Pareil pour Mastercard. Introduite en bourse en 2006, elle a réalisé une performance incroyable de 1692% entre 2006 et 2015, alors que l'indice Nasdaq 100 peinait à retrouver ses niveaux de l'an 2000. En choisissant donc la facilité de l'ETF, beaucoup d'investisseurs ont non seulement vu leur capital stagner, mais ils ont surtout raté des occasions uniques de s'enrichir. Alors, face à ce constat, on pourrait se dire que la bourse est trop compliquée. Mais il existe une autre approche, beaucoup plus logique et pas plus difficile. L'idée, c'est d'arrêter d'investir dans des ETFs, mais plutôt créer son propre ETF, c'est-à-dire construire un portefeuille bien diversifié d'entreprises de qualité. Mais c'est quoi au juste une entreprise de qualité? C'est assez simple à définir. Il existe trois critères concrets. 1. Elles sont très rentables. Ce sont des machines à cash, capables de générer du rendement pour les actionnaires. 2. Elles n'ont pas ou peu de dettes. Elles ont un bilan très solide, c'est la garantie de pouvoir traverser les crises sans trembler. Et 3. Elles sont stables et en croissance. Elles ne dépendent pas d'une mode passagère, mais elles sont durables dans leurs chiffres depuis au minimum une décennie. Mais là, on va me dire, et la diversification, c'est risqué de n'avoir que quelques actions, non? Et c'est une très bonne remarque. Comme le dit Buffett, la diversification à l'excès, c'est surtout une protection contre l'ignorance. En réalité, les études montrent qu'avec 10 à 30 actions bien choisies dans différents secteurs, on a déjà éliminé la grande majorité du risque spécifique à une entreprise. L'idée est donc de se construire un portefeuille d'environ 20 entreprises exceptionnelles dans des secteurs variés, la technologie, la santé, la consommation, l'industrie, etc. C'est largement suffisant pour être considéré comme bien diversifié. Donc, pour vous donner un exemple, voici à l'écran un portefeuille de 18 entreprises de différents secteurs, qui a réussi à obtenir la performance de 21,48% par an en moyenne depuis 2006, ce qui représente une multiplication du capital par 49 en 20 ans. Pas mal, non? Et si vous souhaitez découvrir ce portefeuille en intégralité, cliquez sur le premier lien en description. Bref, vous l'aurez compris, le discours qui présente les ETF comme la solution miracle est avant tout un récit marketing très efficace, promu par une industrie qui en profite largement. Et les ETF, ce n'est pas une solution sans risque. Elle vous expose à de longues périodes de stagnation et peut vous faire passer à côté d'entreprises qui créent vraiment de la richesse. Heureusement, il y a une alternative. Construire son propre portefeuille de 15 à 25 entreprises de grande qualité. Et cela tombe bien car c'est ce que je peux vous apprendre dans mon programme La méthode à l'art. Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai réalisé une vidéo qui vous montre en toute transparence les coulisses de mon programme afin de vous aider à déterminer si cela peut vous correspondre ou non. C'est le premier lien en description. Merci de votre écoute et à bientôt.